C'est une nouvelle semaine qui commence pour tous, mais aussi pour le tribunal de l'actualité, en place pour dérouler différentes audiences. Ces différentes audiences avec une nouvelle semaine qui démarre, au Burkina avec un nouveau Premier ministre, dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement. Investiture du nouveau président de la transition, nomination d'un nouveau Premier ministre, et formation prochaine d'un nouveau gouvernement. C'est de tout cela dont il sera question au cours de cette audience du tribunal de l'actualité sur Watt FM et Tru TV qui bénéficie cette audience des éclairages de Robert Yougbaré, maître assistant de droit public à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Bonjour Monsieur Yougbaré, merci d'honorer notre convocation. Bonjour Serge. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour. Je dois préciser que vous êtes notamment spécialisé en droit constitutionnel, en droit international et en droit communautaire. En face de vous, donc, deux des juges de ce tribunal qui siègent aujourd'hui pour décrypter cette actualité sociopolitique nationale. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président Tomangui. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditeurs et auditrices de la radio Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Tru TV, bonjour et bienvenue à la toute première audience de cette semaine pour le tribunal de l'actualité. Une audience qui démarre comme à l'accoutumée avec les avant-propos des juges. Avant-propos des juges avec vous pour démarrer, juge Bernard Bougma. Merci beaucoup. Nous abordons cette semaine avec beaucoup d'espoir et d'appréhension. Espoir et appréhension, on a un Premier ministre, mon commentaire ne s'étale pas sur lui, mais c'est sur l'espoir qu'il pourra incarner et sur l'espoir que les autres membres du gouvernement qui seront connus incessamment vont incarner. C'est cet espoir-là, ce sont ces attentes des Burkinabés qui sont énormes sur le plan de la sécurité, sur le plan de la lutte contre le terrorisme, mais sur comment est-ce qu'on balise les pistes pour l'avenir, pour un Burkina solide, un Burkina réconcilié, un Burkina de paix, un Burkina de développement harmonieux et effectivement qui fait pâlir les autres nations. Parce que pour nous, c'est peut-être l'occasion est venue maintenant de pouvoir nous parler ensemble, de pouvoir faire un dépassement sur un certain nombre de choses, mais ça demande un travail de fond, un travail d'intelligence. Donc, nous fondons l'espoir que les autres qui vont venir accompagner et le président et le Premier ministre pourront effectivement relever ce défi, ces défis-là qui sont chers aux Burkinabés. Donc je fonde cet espoir-là tout en souhaitant une très bonne semaine aux uns aux autres, tout en souhaitant un très bon lundi aux uns aux autres. Et comme je le dis toujours, nous souhaitons que cet espoir qui a été qui est en attente d'être réalisé, suscité par la nomination du nouveau Premier ministre. Voilà, que ce même espoir habite les uns et les autres, tout en ayant une pensée spéciale pour les personnes déplacées internes qui ne font l'espoir également que de retourner chez elles. Des défis et des espoirs. Donc, attendons de voir comment cette semaine se déroule avec la formation attendue du prochain gouvernement. Juge Geoffroy Vaha, quel est votre avant-propos du jour? Oui, merci, Président. Mon avant-propos, c'est une visite qui doit débuter normalement aujourd'hui du président en exercice de la CEDEAO, Umaru Sissoko Embalo, à Moscou. Il devra faire une visite officielle et il va aller donc forcément après la visite du président de l'Union africaine, Macky Sall. Et ça sera toujours la même requête pour ce qui est de ces deux pays-là, Ukraine et Russie, de mettre balle à terre parce que c'est le grenier du monde et qu'il y a un impact sur nous. Et donc il faudrait qu'il trouve un juste milieu, qu'il s'entende que on ne pâtisse pas outre mesure de ces crises qui sont à la fois lointaines mais aux conséquences très proches. Moi, quand je regarde cela, je me pose une autre question. Depuis qu'il y a la crise, au niveau CEDEAO, quelle réflexion est en train d'être menée pour qu'on puisse avoir des alternatives en termes de production pour ce qui est de ces produits dont nous sommes dépendants, blé et autres, dont l'Ukraine, la Russie sont le grenier du monde. On se rappelle que pour ce qui est du Burkina Faso, si ma mémoire est bonne, 2005-2006, sous Paramanga Ernest Yoli, il avait été lancé d'abord une phase test sur 350 hectares pour la production de blé, parce que les gens ont l'impression que la production elle est forcément lointaine, alors que c'est possible sur notre sol. Et puis avec l'aide du Maroc, on est parti à 500 hectares.
Et c'était des choses ça avait un véritable succès. Donc il y avait cette volonté-là de se trouver ici une production domestique qui puisse répondre à un élément auquel nous sommes restés attachés et dont nous sommes dépendants. Donc, est-ce qu'on a continué ? Évidemment non. Sinon, aujourd'hui, on ne serait pas pris de plein fouet comme ça par ces antagonismes au niveau de l'Ukraine et de la Russie. Donc, pour revenir au cas Embalo Sissoko, que je respecte en tant que président de la CEDEAO, qui tente dans le court terme de trouver un genre de solutionnement pour apaiser et donc résorber cette pression-là. Mais est-ce qu'à notre niveau, nous réfléchissons à l'alternative ? Parce que s'il faut compter toujours sur l'autre et pleurnicher à ce qu'il arrête parce que sa bagarre lointaine est en train de nous faire mal, je pense que c'est qu'on n'a pas tout compris. On est un espace, on devrait réfléchir profondément sur ce genre d'événements-là, qui sont une leçon pour nous. C'est important, et pour moi, c'est la leçon à tirer. C'est bien d'aller demander qu'ils arrêtent de se bagarrer parce que ça nous fait mal, mais c'est bien aussi qu'on réfléchisse alternative à notre niveau, et je pense que c'est ce qu'il faut mettre en avant. Il faut mettre en avant les alternatives endogènes pour régler donc nos problèmes. C'était les avant-propos des juges du tribunal de l'actualité qui planchent aujourd'hui sur la situation nationale, la situation socio-politique du Burkina, avec Robert Youkbaré, maître assistant de droit public. Il est à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Mais tout d'abord, voici la fenêtre des généralités. Oui, juge Bernard Bougman. Merci, Président. En tout cas, il n'y a pas mieux dans cette situation que son profil pour nous éclairer sur un certain nombre de choses, et surtout ceux ou celles qui nous suivent à la télé et à la radio. Il y a beaucoup d'actes qui ont été pris depuis l'avènement du MPSR2, acte fondamental, charte de la transition et puis constitution rétablie. Finalement, c'est quel texte qui nous gouverne? Parce que même quand le président prend les décrets de nomination, je vois vu l'acte fondamental. Bon. Est-ce que c'était nécessaire d'avoir l'acte fondamental dans ce processus? La différence entre l'acte et la charte en termes de conflit qui gagne, voilà. Donc c'est autant d'éclaircissement déjà en question de généralité. Alors, comme le premier acte était l'acte fondamental, est-ce que c'était nécessaire dans notre contexte actuel? Oui, Robert Youkbaré. Merci. Est-ce que c'était nécessaire? Vous savez, nous sommes dans un contexte d'exception et c'est donc difficile de parler de normalité. Il n'y a plus de normalité. Alors, est-ce que c'était nécessaire? Je ne crois pas, mais je comprends l'esprit. Je comprends l'esprit des auteurs parce qu'ils n'ont pas voulu être dans le vide total. Voilà, parce que MPSR1 est venu avec un acte fondamental qu'il avait légitimé. On a supprimé cet acte fondamental avec la charte, l'ancienne charte de la transition. Et donc, bon, c'est sûr que les nouveaux se sont dit, bon, maintenant on est dans le vide puisqu'on a suspendu la Constitution, on a suspendu également l'ancienne charte de la transition. Il fallait, je pense que c'est un reproche qui leur a été fait, puisqu'on pensait que le MPSR avait disparu, et subitement on revient avec le MPSR, ils se sont dit alors, bon, il faut ressortir un nouvel acte pour pouvoir donner une certaine légalité au mouvement, donc qui n'existait juridiquement plus, voilà. Donc je pense que c'était pas, dans un contexte d'exception, on n'en avait pas besoin. Mais je comprends un peu l'esprit qui les a amenés à rédiger cet acte-là. Faut-il comprendre que l'acte fondamental, c'est beaucoup plus pour donner un baptême au mouvement, au MPSR? Exactement. Oui. L'acte fondamental visait essentiellement le MPSR, à donner une assise. Bon, je peine à dire juridique parce que c'est très compliqué. Sauf que pendant ce temps, en même temps, l'acte fondamental a joué le rôle de constitution, puisque la constitution était suspendue. Voilà. Donc c'est un peu ça. D'accord. Maintenant, avec la charte, parce que dans le MPSR 1, nous avait été dit que à l'adoption de la charte, le MPSR disparaît. Mais bon, dans les faits d'ailleurs, le MPSR n'a pas disparu, puisque les autorités même continuaient de mentionner le MPSR dans leur discours, jusqu'à ce que Damiben lui-même dise que c'est a way of life. Bref. Alors, mais cette fois-ci, l'acte fondamental à l'adoption de la charte tombe ou tombe pas, parce que j'ai pour parcourir la charte, mais je ne pense pas avoir vu une ligne qui en parle. Sauf si je n'ai pas fait attention. Oui, je pense que de plus en plus, on ne fera plus référence à l'acte fondamental parce que les éléments ont été plus ou moins intégrés dans la charte. Donc, la nouvelle charte, au moins, a l'honnêteté
de bien mentionner clairement le rôle et la place donc, du MPSR donc, dans notre système. Voilà. Non, je pense que cet acte-là ne jouera plus un rôle pendant un bon bout de temps, en tout cas le temps de l'existence de la charte de la transition. Donc le temps de la transition. Oui, le temps de la transition. Bon, l'autre dernière question de généralité en attendant, c'est l'investiture du chef de l'État. Pour Damiba, c'était différent. Mais là, c'est beaucoup plus consacré par la charte, parce que pour Damiba, c'était même avant l'adoption de la charte. Cette fois-ci, ça a été après l'adoption, qui dit qu'il peut le faire. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un saut populaire à travers les assises qui ont voulu, il y a eu cet habillage qu'ils ont voulu faire. La question aussi, c'est pas est-ce que c'est normal, c'est est-ce que c'est nécessaire, comme on appelle ça, cette investiture. Est-ce qu'il en avait réellement besoin pour gouverner? Et là aussi, je pense que vous avez la réponse à votre question. Ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire, sauf dès l'instant où la charte ou du moins la charte adoptée a prévu une investiture devant le Conseil constitutionnel. Donc avant ça, je me suis toujours dit que depuis d'ailleurs le MPSR 1, on peut se passer de tous ces folklores, tous ces événements qui n'ajoutent rien à la réalité. Voilà, donc ce n'était absolument pas nécessaire, sauf dès l'instant où les assises nationales ont adopté donc la charte qui mentionne clairement donc cette investiture devant le Conseil. Et cette prestation de serment. Oui, juge Vara? Oui, mais nous, après tout cela, quand on regarde, nous ne sommes pas des puristes du droit, hein, mais on se demande, est-ce qu'à la fin, on n'est pas parvenu à faire du coup d'État? Bon, je ne dirais pas quelque chose de normal ou bien de légitime, c'est même pas le débat. Mais est-ce qu'il rentre pas, il n'y a pas une codification de droit maintenant? Parce qu'on se disait c'est hors tout. C'est dit on est dans ce qui n'est pas normal, donc ce que nos textes ne prévoient pas, ce que nos textes ne peuvent encadrer. Aujourd'hui on a l'impression qu'on a trouvé, grâce à des subterfuges ou bien en tout cas à des process, arriver à permettre des prestations de serment, des investitures, avec un conseil constitutionnel, tout cela qui bien habillé et bien représenté là, qui vient acter tout. Est-ce que c'est devenu illégal? Parce que nous, on est perdus dans tout ça. Oui, merci pour cette question. Ça me faisait sourire parce que depuis le MPSR, on avait, je pense d'ailleurs que c'est Maître Faraman qui avait dit les choses. Et est-ce que finalement, on n'est pas en train de dire que le coup d'État est devenu un moyen normal d'accéder au pouvoir? Donc, c'est ça, je pense, le fond de votre question. Je pense qu'on a même reposé la même question au juge constitutionnel à l'époque, donc, puisqu'il y a eu à l'occasion justement du procès, je pense... procès Thomas Sankara. Thomas Sankara, voilà, où les avocats se sont saisis justement de l'opportunité que le juge constitutionnel leur offrait. Donc pour se demander, mais si aujourd'hui, ou du moins on admet qu'un putschiste finalement est le bienvenu devant le Conseil constitutionnel, ça veut dire que corrélativement, on admet que le putsch en soi est admis. Et donc pourquoi est-ce qu'on va alors condamner des gens pour avoir fait un putsch? Donc c'était un argument fallacieux, on le sait, mais c'était quand même plus ou moins la question qui avait été posée au juge, puisqu'on a demandé quand même au juge constitutionnel d'éclairer. Il a dit non, c'est pas ce qu'il a entendu par là, etc. Donc non, le juge. Donc pour revenir directement à la question, le juge constitutionnel reste constant en disant que non, c'était une exception, c'était une circonstance exceptionnelle, ce n'est pas le coup d'État qu'on est en train de légaliser, c'est juste que nous voulions finalement trouver un moyen de normaliser les choses. Voilà. Donc le juge dit d'une certaine façon que non, malgré tout ce qu'il a eu à faire, de ne pas prendre ça en compte, ce n'est pas une façon de légaliser les coups d'État. Donc on ne pourra jamais reconnaître cela comme un moyen légal. Mais ce sont des faits. En droit, nous, on appelle ça des faits, mais qui impactent sur le droit. En réalité, souvent, on se méprend. Le droit n'est rien d'autre que la résultante du contexte. Et donc, les faits peuvent impacter réellement, sérieusement, donc, sur le droit, et le droit est obligé de s'adapter. Le droit est obligé de s'adapter pour, pas jusqu'à se courber devant les faits, mais
à un moment donné, le droit est obligé de venir pour donner une certaine forme pour pouvoir avancer. Parce que c'est ça aussi la question. Si on dit non, on fait comment? On fait comment? Il faut avancer et le droit est obligé donc à un moment donné de donner l'habillage nécessaire aux faits, à la réalité pour pouvoir avancer. Président, en clair, oui. C'est-à-dire que notre justice, elle se penche sur votre cas lorsque cela vient vous en termes de comment on appelle cela, de non-droit ou en termes de, comment dire ça, de non-respect des règles, lorsque le coup d'État a échoué. Maintenant, quand il a marché, ils viennent habiller. Alors, donc, lorsque le droit s'incline devant les faits tels que ces faits-là se sont déroulés, le droit crée une jurisprudence, naturellement. Ça veut dire que prochainement, lorsqu'il y aura un coup d'État, on fera la même chose et donc le coup d'État devient un mode d'accession au pouvoir légal. Quoique, quel que soit ce qu'on pourra faire, quels que soient les artifices juridiques, quels que soient les moyens qu'on va mettre autour, cela ne nous empêchera pas. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Les règles de droit ne vont jamais empêcher ce genre de perturbations. Voilà, puisque on vient justement les écarter et on met autre chose en place. Donc ce n'est pas le droit qui pourra, c'est la société dans son ensemble, c'est la gouvernance, donc c'est tout cet ensemble-là qui peut, les institutions, donc, et également la conviction des hommes. La conviction des hommes, parce que, bon, vous voyez quand les Burkinabés se mettent derrière les putschistes, vous voulez quoi? C'est la population elle-même, elle est derrière. La rue, si vous voulez, a validé ces coups d'État. Exactement. Et donc, du coup, le Conseil constitutionnel n'avait pas d'autres arguments ni d'autres armes que de valider lui aussi. Non, je pense que le Conseil constitutionnel aurait pu quand même décliner l'offre, en tout cas sous un PSR 1. Le Conseil constitutionnel aurait pu dire poliment que ce n'était pas nécessaire. Voilà, on aurait pu se passer justement. Et là, on n'aurait pas eu le deuxième. Parce qu'effectivement, ça commence à devenir une jurisprudence. Voilà, un PSR, il a même prêté serment 2 fois. Et maintenant, on est obligé de rentrer dedans. Donc, dans la même logique, bon, ça veut dire qu'on espère qu'il n'y aura plus de prochaine. Voilà, sinon, ça deviendra vraiment une pratique pour Burkina où les auteurs de coups d'État viennent et bon, ils se font investir légalement. Il faut donc espérer que ce coup d'État soit le dernier qu'enregistre le Burkina Faso. Nous saluons nos auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Tongo Mayel et de Bobo Dioulasso. Robert Yougbaré est maître assistant de droit public à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Il est avec nous pour l'audience de ce jour du tribunal de l'actualité. Nous parlons de la situation socio-politique du Burkina. Nous venons donc d'évoquer ce cas d'investiture, ce coup d'État. De toute façon, le président de la transition a été investi et il n'a pas tardé, il a nommé son Premier ministre. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce Premier ministre qui a été nommé dans la foulée vendredi dernier? Je pense que Juge Kourma disait tout à l'heure que ça suscite de l'espoir. Et je souscrirai plus ou moins à cela, en se disant, pour essentiellement 2 raisons. La première raison, c'est que c'est un homme qui n'est pas dans l'arène politique. C'est vrai, c'est un homme connu, mais qui n'est pas rentré dans l'arène politique, donc qui n'a pas ces acquaintances-là. Donc on pourrait espérer qu'il y ait une certaine neutralité. Donc, parce que la transition devrait déboucher sur des élections. Il faut qu'on évite ce qu'on a vécu avec la transition de 2014, c'est-à-dire qu'un régime soit là pour préparer finalement l'avènement d'un autre. Donc ça, on appelle une transition. Transmission. Donc ça, c'est la première raison qui me dit que ce n'était pas un si mauvais choix que cela. La deuxième raison, c'est peut-être la couleur ou la couleur idéologique de l'homme. Voilà, parce que comme tout le monde le dit, c'est un Sankaris qui s'assume. Donc c'est ce qui ressort en tout cas de toutes ces interventions, y compris même de ses écrits. Et
ce choix voudrait dire, ou du moins pour moi, c'est un sens, c'est une signification que le président Ibrahim Traoré a voulu donner. Donc en nommant un sankariste connu, je pense que c'est clair, c'est un message clair que l'on envoie à la nation. Et le message serait que nous allons avoir une ligne, en tout cas qui va s'inspirer un peu du sankarisme. C'est en tout cas ce que je pense et qui me donne en tout cas un certain espoir par rapport à cette nomination. Mais peut-être en plus, je ne le connais pas personnellement, mais ce que j'ai entendu de l'homme, c'est qu'il est assez difficile, on le dit, assez difficile. Peut-être il aurait peut-être des problèmes à travailler avec les autres, précisément parce qu'il est difficile, mais peut-être qu'on a besoin justement de corser un peu la chose dans notre système, parce qu'on est habitué au laxisme. Voilà. Donc je pense que s'il continue à être rigoureux, bon, on ne dit pas, ça ne peut pas être comme gérer un cabinet, c'est clair, mais une certaine rigueur ne ferait pas du mal, en tout cas, à notre système. On en a donc bien besoin, une certaine rigueur. Oui, juge Bougma. Oui, mais l'autre question liée à sa personnalité, c'est quel sankarisme en 2022 pour le Burkina? Parce qu'il y a Kagame qui dit qu'il fait du sankarisme, mais c'est bien appliqué, c'est bien dosé en fonction de ses réalités du moment. Donc aujourd'hui, c'est quel sankarisme pour le Burkina Faso 2022? Il faut réinventer le sankarisme. Je pense que si Sankara était aujourd'hui, c'est ce qu'il aurait dit. Je pense que le sankarisme, c'est peut-être une manière de voir. Et l'un des mots que j'ai retenu de l'intervention du Premier ministre, c'est le caractère endogène. En fait, il faut compter sur nous-mêmes. Et je pense que c'est le fond du message sankariste. C'est compter sur nous-mêmes. Voilà. Et bien sûr, et je l'ai dit d'ailleurs à d'autres personnes, Sankara lui-même aujourd'hui n'aurait pas eu le même succès que hier, parce que nous avons quand même un contexte qui est très difficile. D'abord, l'insécurité, mais surtout, et c'est là où c'est le plus difficile, c'est la mentalité du Burkinabé d'aujourd'hui. Je pense que Sankara est venu trouver des hommes intègres qui n'a fait que valoriser, il n'a fait que célébrer, donc voilà. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire du Burkinabé qu'il est intègre? Et donc, c'est ça la grande difficulté. Je pense que le problème auquel sera confronté donc le nouveau régime, ce n'est pas. Je pense qu'on est capable de gérer l'aspect sécuritaire. Je crois personnellement. Si on y met les moyens, mais surtout si on engage toute la population, parce que dans un péril comme ce que nous vivons, tout le monde doit être soldat. Tout le monde doit être soldat. Donc je pense qu'on peut le juguler, mais le problème qui va demeurer, c'est le Burkinabé. Qu'est-ce qu'on fait? Donc de changer la mentalité aujourd'hui du Burkinabé. Voilà. Il a dit, le nouveau Premier ministre, on ne peut pas développer le Burkina en dehors de la ligne tracée par Thomas Sankara. Nous devons consommer ce que nous produisons. C'est la même chose que disait Valère Sommet et quelque temps avant sa disparition en 2017. Il n'y a pas d'autre voie, je cite Valère Sommet, pour parvenir à surmonter les difficultés qui s'opposent à notre peuple que celle tracée sous la présidence de Thomas Sankara, en réactualisant ses combats. Donc il est bien question de réinventer le sankarisme tel que appliqué par Thomas Sankara aujourd'hui, 35 ans après son décès. Juge Geoffroy Parra. Oui, c'est vrai que vous citez le nouveau Premier ministre dans sa dernière sortie, mais en même temps on lit en filigrane quelques éléments qu'il nous donne sur la table. Il dit par exemple, pour ce qui est des salaires des ministres, on va les revoir à la baisse. Ça, c'est une annonce. Il a dit, il est d'accord, le président est d'accord là-dessus, c'est ceux qui vont y aller. Donc on aura une assemblée qui sera caractérisée par la non-rémunération. Il y aura, c'est pas la gratuité, c'est la non-rémunération. Maintenant, il y aura des accompagnements pour les sessions comme il se fait habituellement. On aura des ministres dont le salaire, c'est clair, ne sera pas le même que ce que nous avons aujourd'hui. Je pense que c'est une ligne que vous disiez tout à l'heure, il faut appliquer les choses en tenant compte de la réalité de l'époque. C'est tenable.
avec les mentalités d'aujourd'hui que nous avons, les réalités et le contexte que nous avons, eh bien, vous trouvez aussi que c'est un genre de fouet aussi qui pourra être porteur et positif. Exactement. Oui. Vous faites bien de le dire. Il faut avancer. En fait, je pense que le problème, c'est pas le traitement des ministres. De mon point de vue, c'est quelque chose d'insignifiant. C'est symbolique, bien sûr, et il faut le faire pour envoyer un message. Tout ça, ce sont des messages, mais le problème des finances, je veux dire, c'est le système. Comment les ministères fonctionnent, comment les DG fonctionnent, comment les administrations fonctionnent. Et il suffit de faire un petit tour pour se rendre compte que c'est très budgétivore. Donc, je pense qu'il faut dépasser ce symbolisme-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus substantiel. Et je fais référence à Sankara. Sankara, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait vendre tous les véhicules de luxe de l'État pour faire emprunter à tout le monde des moyens modestes. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire qu'un ministre n'a pas droit à 2 véhicules? Donc, juste pour lui-même. Est-ce qu'on va assainir le parc automobile de l'État? On connaît. Donc, je pense qu'il y a des problèmes de fond. Et c'est ça, je pense que le problème de mentalité va être le vrai problème. Est-ce que nous sommes prêts, nous, Burkinabés, à faire les sacrifices qu'il faut? Oui, tout le monde crie Sankara, Sankara, mais on aime le dire, personne n'est prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour assumer, pour aller dans le sens voulu par Sankara. Qui va accepter qu'on lui dise, bon, en tant que DG, vous n'avez plus droit à un véhicule de fonction, bon, venez avec votre véhicule, on va juste vous donner du carburant, ou bien, voilà, ne démultipliez plus les séminaires, etc., parce que nous savons tous ce que c'est. Les séminaires, c'est parfois le boulot de quelqu'un qu'on amène, on convoque ses camarades pour travailler là-dessus. Donc si on fait un vrai travail, on peut faire beaucoup d'économies. Mais le problème, c'est la résistance. Et c'est là que je crains en réalité. Alors, ce que vous dites, c'est que sur la question du juge, ce que vous dites, c'est qu'il faut dépasser la question des salaires des ministres et approfondir la démarche et mettre toute cette question dans un panier global qui entraînerait un assainissement des finances publiques. Mais vous posez la question, est-ce qu'on est capable de le faire aujourd'hui? Est-ce qu'on est en droit de faire ces sacrifices-là? Mais en même temps, on a dit, ces sacrifices, Sankara a pu les faire parce que c'était à une certaine époque. Est-ce qu'aujourd'hui, ces sacrifices sont toujours de mise selon vous? Oui, vous voulez ajouter? Oui, moi ce n'est pas nouveau, hein, la question du train de vie de l'État qui est posée sur la table. Je pense que depuis le premier gouvernement, du premier mandat de Roch Kaboré, ça a été posé. Réduction du train de vie de l'État. Chacun est venu avec ses grandes annonces. Vous vous rappelez aussi de celle de l'autre, j'oublie son nom, un peu plus âgé. Dabiré. Oui, Dabiré. C'était aussi pareil. Ouais, dès qu'il est arrivé, il a dit ça, je ne veux pas m'amuser avec parce qu'on a une administration qui dépense énormément. Mais après quelques mois, on a vu ce que c'est. Parce que il y a l'agent aussi qui attend, le fonctionnaire. Et quelquefois, on va dire non, le fonctionnaire, mais regardez, ce que vous dites est très intéressant. Moi, je me permets le commentaire. Il y a quelqu'un qui me disait, mais c'est bizarre, j'ai vu beaucoup de petits qui aiment le point sankarisme et autres. Mais lorsqu'on parle de concours, ils savent vers où ils vont et où ils souhaitent être pris. Ça veut dire que c'est là où on sait, quand on fait l'échelle de corruption, c'est là où il y a les plus corrompus là, de l'administration. Parce que c'est là-bas aussi que chacun se construit ses villas comme il veut, comme il peut. Mais lui, il souhaite aller là-bas, mais pourquoi? C'est pas pour aller faire la même chose. Donc je veux dire que quelquefois, on le préfère, on est rigoureux, on est dans notre analyse des choses. On veut que l'autre soit parfait, mais nous, on pense que c'est opportunité, alors que quelquefois c'est corruption, c'est autre chose. Donc c'est une mentalité qui est vraiment en nous. On espère qu'il va réussir ce chantier-là, mais il dit qu'il compte le faire avec moins de 25 ministres. Est-ce que ça aussi c'est tenable? C'est faisable. Je pense que à l'époque, quand le MPSR 1 est venu, moi j'avais fait un scénario
que j'avais, et je pense que même 15 ministres, c'est faisable. Voilà. Même 15 ministres, on peut. Est-ce qu'on peut avoir votre scénario? Bon, écoutez, je me suis basé sur une loi, parce qu'il y a une loi de 98 qui définit un peu les secteurs d'intervention de l'État. Et donc sur cette base, on prend les départements, ou du moins les secteurs, et on en fait des départements ministériels. Et ils ne valent pas. Et ils ne valent pas 16. Voilà, je n'ai pas ça malheureusement parce que c'était assez long quand même. Et j'expliquais qu'est-ce qu'on met dans ce département. Qu'est-ce qu'on met dans quel département? Exactement. Donc c'est assez complexe, mais c'est faisable. Donc je pense qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 25. Mais dans les faits, ça a été des discussions très âpres au niveau des assises. Ils ont plafonné à 25 pour rester un peu dans, comment on appelle ça, la structure passée. Parce qu'ils peinaient même à sortir des organigrammes avec les réformes qu'ils ont eu à faire et tout. Donc si avec 25, ils ont autant de difficultés, je me donne qu'on dise qu'avec 15, c'est-à-dire on en enlève encore 10, est-ce que ce sera tenable? On sait que les ministères même aujourd'hui, la façon dont ils fonctionnent, quand vous les fusionnez, ça devient une grosse machine. On a vu même lorsqu'on mettait l'énergie avec d'autres questions, comment pour le ministre, quelquefois on le voyait sur tout et n'importe où à la fin. Est-ce que ça ne risque pas de se retrouver dans un genre de piège de ce type-là? Oui et non. En réalité, la difficulté actuellement est liée à nos habitudes. Okay. Voilà. Nous avons une façon de fonctionner. On a plus ou moins déjà des directions. On ne veut plus toucher à cela. En réalité, le fond du problème est là. Okay. Et donc, si on veut, il faut faire une véritable refondation. Il faut revoir les choses vraiment à fond pour pouvoir avancer. Mais si on va se contenter de regarder ce qui est là pour essayer justement de raccrocher, etc., on ne va pas s'en sortir. Donc, il faut sortir de l'organigramme actuel pour imaginer un nouvel organigramme en tenant compte évidemment des critères préétablis. Moi, je me dis que la loi est une bonne référence. Voilà, la loi a dit, voilà les secteurs d'intervention, voilà les secteurs dans lesquels l'État est le seul acteur, voilà le secteur dans lequel l'État et les ONG, les choses sont. Donc on peut procéder à un aménagement exactement des choses. Mais il faut quitter la situation actuelle. Si on veut essayer de colmater avec les organigrammes actuels, évidemment c'est très compliqué. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit, si on veut, il faut faire un travail de refondation. Oui, ce travail de refondation que vous appelez de tous vos voeux, est-ce que ce travail-là va rester pour les 2 ans de la transition ou est-ce qu'il va falloir faire une nouvelle refonte après la transition? Oui, juge Bernard Bougman. Oui, justement, c'est beaucoup plus là. Parce que jusqu'à présent, quoi qu'il en soit, c'est le système comparé qui nous gouverne. Je n'ai pas dit Blaise et ses hommes, je parle du système. Parce que le système n'est pas seulement dans les hommes. Il est aussi dans la tradition au niveau des ministères, dans les textes, dans les codes qui nous régissent. C'est surtout ça, parce que là, c'est un système. Vous venez, vous enrôlez le système, vous partez, puis voilà. Donc, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on améliore? C'est des gens qui ont cru bien faire à un moment donné, qui se sont trompés, oui, parfois intentionnellement ou non. Mais comment est-ce qu'on peut parfaire la machine, parfaire le système en fonction de l'existant? Ça, c'est un travail de fond à faire. Et ça ne va pas se limiter à des mesures de dire on veut seulement 15 minutes, on veut 10 ministres. Ce n'est pas suffisant. Puisque si les textes n'ont pas changé dans la façon de faire, c'est compliqué. Certains ministres vous confient en confidence, disent ah bon, vous mettez un groupe de travail en place, on vous demande un arrêté. Si vous ne signez pas l'arrêté, le travail ne va pas se faire. Mais si vous signez l'arrêté, ça engage de l'argent. Donc vous signez l'arrêté pour que le ministère de l'économie également accepte sortir, délier les cordons de la bourse. Il faut une certaine durée, sinon ça ne va pas être payé. Donc il faut prendre en compte tout ça là. Et il y a beaucoup d'argent dans ces circuits-là. Mais en même temps, on veut que les gens se réunissent pour travailler. Ils veulent travailler sous certaines conditions. Comment est-ce qu'on peut revoir ce système-là pour allier efficacité, efficience? Oui. Comment on peut allier ça? D'accord, merci. Peut-être ça me donne l'occasion, vous m'avez tendu la pêche de revenir sur, donc par rapport à ce que le président a dit. Oui, c'est peut-être difficile en moins de 2 ans d'opérer un véritable changement. Peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est travailler pour l'après-transition. Ça, c'est envisageable. Effectivement, en 2 ans, je pense qu'on n'a pas le temps de
procéder à un changement de fond. Ça. Alors maintenant, par rapport à la question du juge Bougouma, comment être efficient, efficace, je le répète, c'est d'abord la question de la mentalité. Et c'est là le vrai problème. Parce que quand on travaille, quand on va à un atelier, est-ce qu'on travaille ou pas dans le cadre de ses missions ordinaires? Je dis, dans l'enseignement, par exemple, on avait souhaité, et bon, il y a même un texte qui a été pris dans l'enseignement supérieur, on avait voulu une mobilité qui permette, par exemple, à des enseignants de l'université Norbert Zongo d'aller donner des cours à l'université Thomas Sankara et vice-versa, sans que cela ne donne lieu à un paiement supplémentaire. Il suffit de regarder le volume horaire de chaque enseignant. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas parce que je ne suis pas à Koudougou que je vais demander qu'on me paye un supplément. Donc, allant sur cette logique, moi, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le travail que je fais à cet atelier-là, ça rentre dans mes attributions ou non? Si ça rentre dans mes attributions, pourquoi je demande qu'on me paye quelque chose de plus, alors que je ne fais que mon travail? Donc, ce sont des questions quand même. C'est pour ça que je dis le problème est très profond. C'est une question de mentalité. Les gens sont portés vers les gains individuels. C'est très difficile, je pense, à changer. Parce qu'effectivement, le risque aujourd'hui, c'est de bloquer la machine. Voilà, si on veut faire les choses brutalement, les gens vont se braquer. Les gens vont rester dans leur bureau, ils ne feront plus de travail et rien ne va avancer. Voilà. Donc, c'est cette culture-là qu'il faudra combattre. Donc oui, en l'état actuel, reconnaissons-le, ça risque de poser des problèmes. Si on veut vraiment changer, il faut progressivement peut-être instaurer les choses. Effectivement, ce que vous dites, c'est très intéressant. Il faut qu'au niveau de la mentalité, on soit en phase. Sinon, effectivement, vous rognez, il rentre, mais il ne fait pas le boulot. Mais votre texte, il est bien scellé, il est bien ficelé. Mais comment on attaque ce décrassement mental, je vais dire, comme on appelle ça. Ce réarmement mental. Voilà, ce réarmement mental, si vous voulez, ou bien le logiciel, comment est-ce qu'on le reprogramme, voilà. Comment est-ce que reprogrammer ce mental du Burkinabé? Je ne parle pas de celui seulement de l'administration, oui, je parle du Burkinabé dans son ensemble. Parce que nous qui parlons, si un d'entre nous est promis aujourd'hui, les coups de fil, les demandes, c'est inimaginable. Il faut être à côté des personnalités pour comprendre à un moment donné que c'est intenable. Et les pressions. Et les pressions pour ceci, pour cela. Donc, ce n'est pas seulement du fonctionnaire qu'il s'agit, il s'agit du Burkinabé. Oui, c'est le Burkinabé qui est devenu le problème, ce n'est pas le fonctionnaire. Non, pas le fonctionnaire, la fonction publique n'est que le reflet de la société burkinabé actuelle. Donc, je pense que comment on peut reformater, c'est très difficile à dire. Je veux dire, je crains, je vois et je pressens les résistances. Et il ne faut pas Et ce n'est pas la fonction publique, c'est moi. Voilà. Qui ne va pas appeler son parent qui vient d'être nommé ministre? Voilà. Moi-même, en le faisant, je participe à maintenir le système. Qui va refuser ce privilège? Ah, bon, c'est juste pour féliciter, hein? Oui, mais pour féliciter, il y a des attentes derrière, au-delà. Donc, j'avoue que il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. C'est peut-être le système s'est mis en place pendant, je suis désolé de le dire, presque une trentaine d'années. Et donc, il faut réfléchir à comment déconstruire le système. Et ça va prendre du temps. 15 ans minimum. Mais il faut qu'on soit constant dans cette lutte-là. C'est-à-dire qu'il faut introduire des programmes, ou du moins un changement dès la base, pour que au moins la relève ne rentre pas dans l'engrenage. Donc si la relève est propre, bon, on peut s'attaquer un peu superficiellement à ceux qui, voilà, nous qui sommes là, qui avons déjà qui sommes déjà en tout cas dans le mal. On peut faire des actions sporadiques, etc. Espérer qu'en tout cas d'ici 15 ans, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais il ne faut pas s'attendre effectivement à le faire en 2 ans ou en 3 ans. C'est profond. C'est profond. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Il faut travailler avec le temps, mais il faut être constant. C'est ça, peut-être qu'il faudrait insuffler. Donc, il faut qu'à l'issue de la transition, ce qui va
ressortir soit suffisamment solide pour tenir pendant un certain nombre d'années avec des valeurs, avec des objectifs clairs. Nous voulons retravailler et avoir à nouveau le Burkinabé qu'on connaissait auparavant. Oui, juge Vara. Moi, je vais sur une autre question, parce qu'on l'a aussi entendu. Dans tous les cas, c'est pour moi une question qui est très attendue. On a vu des drapeaux qui ont flotté lorsqu'il y avait les assises. On a vu des drapeaux dans les rues de Ouagadougou lorsque la situation était encore volatile. On a vu même les appels, et on se rappelle du capitaine Traoré, avec certaines insinuations concernant la France. On a vu ce rétropétalage, en tout cas après. Donc la question de la coopération est une question qui est centrale. Et quand on regarde, aujourd'hui, il a dit dans sa dernière sortie que le problème, ce n'est pas tant la coopération, c'est qu'ils iront avec ceux qui les respectent. C'est de la question de l'autodétermination reste, mais il y a dans la coopération la façon dont c'est mené et le respect mutuel qu'il y a. Il a dit exactement, peu importe le partenaire avec lequel nous allons travailler, il devra nous respecter. C'est ce qui est dit. Maintenant, quand on regarde un peu à côté, le combat du Mali, c'est pas trop loin de cela. On va dire ce qu'on veut. Le Mali veut se faire respecter, veut être libre dans les choix qu'il est en train de faire, alors qu'en face, aujourd'hui, on a une réalité. Il y a un Occident, il y a certains qui sont dans une vision qui est empreinte d'un exclusivisme et qui, sur la question militaire, on te regarde d'un marché monopolistique qu'ils veulent. Est-ce que on ne risque pas, il n'y a pas la tentation de faire comme l'autre? Parce que c'est sur le champ du respect qu'on se retrouve avec ce que le Mali est, ce dans quoi le Mali est. Et bon, c'est vrai que l'Occident déplace souvent le débat. Oui, je ne suis pas sûr qu'il y a exclusivisme, parce que, comme vous l'avez dit, le nouveau Premier ministre a rappelé que, je pense qu'il veut nommer, nous sommes en relation déjà avec la Russie. Et les bruits courent que nous avons reçu des livraisons d'hélicoptères, donc pendant justement la période trouble. Donc il n'y a pas de... Je veux dire, est-ce que c'est exclusif? Ce ne sont pas des armes françaises, ce sont des armes soviétiques, enfin, excusez-moi, russes, qui ont été livrées. Donc je pense, je ne suis pas, c'est vrai, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais je me demande si ce n'est pas nous-mêmes qui nous faisons ce blocage mental en disant que non, on ne peut pas faire autrement. La preuve, on vient d'acquérir des armes avec les autres. On a eu également le problème des drones. Ce sont des drones turcs que nous avons acquis. Donc, où se trouve l'exclusivisme? Mais je suis d'accord, il faut peut-être un travail de fond à se faire respecter. Mais pour se faire respecter, il faut soi-même se respecter. Voilà. Donc, c'est la manière dont nous allons conduire les affaires qui va nous faire respecter. Si nous voulons avoir des enveloppes sous la table, on ne se fera pas respecter. Si on ne veut pas, si on veut en tout cas des avantages par rapport justement à ces relations-là, c'est sur ce terrain-là que les choses sont souvent biaisées. Donc je pense que si on veut, je ne pense pas qu'il y ait un obstacle sérieux. Bon, tout le monde parle de franc CFA. Depuis on en parle. Pourquoi on ne change pas? Pourquoi on ne décroche pas? Même le Mali, moi je dis, écoutez, à un certain moment, il faut s'assumer et quitter même la zone CFA. Pourquoi pas? Voilà, si on trouve que c'est ça le problème, on va déconstruire la chose, on avance, on fait on met en place de nouveaux instruments et on va avancer. Donc je ne crois pas, moi je pense que c'est... Il y a la foule aussi qui parle beaucoup et qui dit qu'il faut aller vers la Russie. Mais nous sommes déjà en relation avec la Russie. Ce que je dis quand je parle d'exclusivisme, ça ce n'est pas nous. Nous avons des coopérations plurielles, c'est ce qui nous arrange. Quand je prends le cas du Mali, ça a été pareil. Le Mali de longue tradition aussi avait cette relation avec la Russie. Mais à un moment donné, elle est taxée d'autres choses. Et quand vous regardez, le Mali a toujours dit... Nous, ce qu'on veut, c'est que dans nos rapports, on soit respecté. Celui qui ne nous respecte pas,
voilà comment est-ce que ça va aller. On est libre de faire ceci avec qui on veut. C'est ce discours-là, et c'est le même discours qu'on entend aujourd'hui. C'est de ça que je parle. Bien sûr, alors qu'on a un camp en face, lorsque vous commencez à opérer ainsi, qui vous dit ok, bon, quand vous traitez comme ça avec celui-ci, vous ne traitez pas comme cela avec moi, ou bien faites votre choix. C'est ça l'exclusivisme en fait. C'est pas nous, c'est pas de notre parti, c'est le fait d'un positionnement occidental. C'est de ça que je parle. Je dis, est-ce qu'on ne risque pas, quand je vois les discours qui a déjà commencé là comme ça, de pencher un peu vers un cas malien. C'est de ça que je parle. Faire la même chose que le Mali. Si on veut s'affirmer, dire que tant qu'on ne nous respecte pas, tant que ceci, déjà même ce qui est bon, parce que Sankara, quoi qu'on dise, c'était d'ailleurs son maître mot. Exactement. Et il le ramenait à la face du monde, comme on le dit. Mais ça aussi, c'était une autre époque. Ouais. Non, il faut s'assumer. Dans la franchise du discours, en tout cas. Je pense que le maître mot, c'est s'assumer. Il faut assumer ses choix. Ça veut dire qu'il y a des conséquences. Il y a des choses que nous allons perdre, des avantages que nous allons perdre. Ça, c'est clair. Et c'est là, justement, le mensonge du peuple. Ce même peuple qui est là, qui dit il faut aller dans ce sens, est-ce que ce même peuple est prêt au sacrifice que cela implique? Voilà, donc il faut qu'on s'assume. Il faut qu'on s'assume et on pourra se faire respecter. Moi, j'ai un petit commentaire. Là, puis je vais laisser Bernard. Très souvent, on a entendu parler des contrats qu'on ne maîtrise pas avec comme pays central la France. Je pense que maintenant, on devrait. Je pense que si on a des gens vraiment courageux, qu'on a à la tête, s'il y a des éléments qui ne nous arrangent pas, je pense que c'est maintenant que ça doit être dénoncé. Et qu'on ait le clair mot une bonne fois pour toutes de ce qu'on apprend ici et là, dont on n'a pas encore la matière claire. On a eu un dossier de 2015 qui a tourné, mais quand vous lisez dedans, vous ne voyez pas grand-chose. Donc si on est lié par certains éléments, je pense que c'est le moment de casser les chaînes et puis de mettre les choses sur la table, puisque il y a comme derrière aussi les Burkinabés qui sont un peu alignés dans la vision. Donc ça ne sera pas facile, ça ne sera pas compliqué de faire accepter ça aux autres si d'aventure il y avait des éléments qui nous enchaînaient et qu'on pourrait dénoncer. Je pense que c'est le moment en tout cas. C'était un commentaire, oui, juge. Oui, effectivement, mais la communauté dite internationale, elle a des règles, elle a des normes dont il faut pouvoir faire avec. Donc, comment s'affranchir de ces tutelles-là? Parce qu'on a aussi signé des accords, comme on appelle ça, des pactes, des engagements. Donc on tient compte également de ces réalités-là. C'est vrai que nous sommes dans une situation d'exception, même si c'est habillé d'un sceau démocratique, mais comment on s'affranchit de ces règles? Plus précis la communauté internationale. Merci. C'est comme votre collègue l'a dit. Mais il faut déjà... Quels sont ces textes qui nous enchaînent? Il faut déjà commencer par là. Identifier ces textes et comme il a suggéré, il faut le relire. Le problème, c'est que pendant longtemps, nos autorités ont signé des textes sans les lire. Sans les lire. Signer sans les lire? Mais oui, quand je dis sans les lire, c'est sans les faire examiner par des experts, par des gens qui vont relever un peu les éléments. Bon, on nous envoie un projet de texte. Moi, j'ai lu les textes qui ont été rendus publics donc, au sujet de la coopération France-Burkina, où, quand je regarde, j'ai dit, mais c'est aberrant. C'est aberrant. Mais comment on a pu accepter de signer ces accords? Donc, c'est pas... Écoutez, moi, je viens avec un contrat, je mets ce qui m'arrange. C'est ça. Si vous n'avez pas l'intelligence justement d'anticiper et de voir qu'il y a des pièges là-dedans, ou qu'il y a certaines dispositions qui ne sont pas normales, est-ce que, c'est un exemple, est-ce qu'un soldat burkinabé peut aller en France sans visa? Est-ce qu'il peut se promener en France avec son arme? Autant de choses, mais... Vous voulez dire que c'est ce qui est inscrit dans ces accords-là concernant les soldats français qui viennent ici? Qui sont en mission, ils ont la liberté de circuler, ils peuvent circuler avec leurs armes, c'est ce qui est prévu dans le texte. Mais c'est nous qui avons autorisé cela. Ce qu'eux, ils ne vont pas nous autoriser, nous avons, voilà, parce que ce n'est pas nous qui avons initié ces textes. On n'a pas été capable de relever justement certaines dispositions qui paraîtraient, en tout cas, de mon point de vue, anormales. Et je pense que c'est ce que le Mali a essayé de faire, en relisant un certain nombre de textes, en disant, bon, voilà, on n'est pas contre, on veut le partenariat, mais il y a quand même telle et telle disposition, on ne veut plus de ça, on veut changer.
il faut procéder à cela. On a parlé également on a longtemps épilogué sur les fameux accords secrets qui existeraient entre la France et ses anciennes colonies. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou bien c'est vrai? Je ne parle pas de l'accord de défense que le Burkina a signé en 2015 sous la transition. Non, je ne parle pas de ce document-là. Parfois, vous avez un document qui circule en 11 points ou en 15 points. Voilà, et on dit que ce sont des accords secrets de la France. Est-ce que réellement ces accords existent ou bien c'est une vue de l'esprit? Personnellement, je ne crois pas. Personnellement, je ne crois que ce que je vois. Voilà, je ne crois que ce que je vois. Vous n'avez pas vu ce document? C'est pas que je n'ai pas vu. Je veux dire, il faut quand même une certaine forme. Voilà, des accords secrets, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, ça ne survivrait pas autant, puisque ça voudrait dire que ce n'est pas écrit quelque part. Et si ce n'est pas écrit, ben, il suffit qu'il y ait un changement et ça va rester lettre morte. Bon, moi je ne suis pas dans cette logique, mais je ne commande que les textes que j'ai vus, parce que bon, l'hypothèse de texte, de documents secrets là, bon, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. C'est juste que nous refusons parfois de nous assumer, d'assumer nos choix. Voilà. Alors, rapidement, pour terminer cette émission, un gouvernement va être formé bientôt. Quelles sont vos attentes par rapport à ce gouvernement? Vous avez dit tout à l'heure que le Premier ministre a plutôt un caractère rigoureux et que ça risque de poser quelques problèmes avec les personnes avec qui il va travailler. Aujourd'hui, tout le monde attend ce gouvernement. En 30 secondes, rapidement, qu'est-ce que vous attendez? Un gouvernement de technocrates. Un gouvernement technocrate, alors qu'on est en plein dans des problèmes sécuritaires? Ben, justement, c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de techniciens dans tous les domaines. Voilà, dans tous les domaines, pour ne pas... je pense qu'il faut fermer la parenthèse politique. Voilà. Oublier un peu l'arène politique pour le temps de la transition. Comme je pense, il a dit, le Premier ministre l'a dit, les gens n'ont qu'à se préparer pour les élections de 2024 et laisser au moins ce temps-là pour gérer. Voilà. Donc, en un mot, l'idéal, ce serait qu'on mise sur la compétence, sur, évidemment, il y a les valeurs derrière, mais qui sont déjà définies dans la charte, etc. Donc, c'est tout ce que moi j'attendrai, la technocratie. On attend donc de voir de quelle couleur sera le prochain gouvernement du Burkina, un gouvernement qu'on attend rapidement, puisque les choses sont allées vite du côté de Kossiam pour la nomination du Premier ministre. Ainsi s'achève la première audience du tribunal de l'actualité pour le compte de cette semaine, une audience qui s'est penchée sur l'agenda sociopolitique du Burkina, avec les éclairages de Robert Youkbaré, maître assistant de droit public à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Merci, M. Youkbaré, d'avoir honoré notre convocation. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci les juges. Merci. Merci également à vous, les juges. Merci Bernard Bougman. Okay, merci à Geoffroy Vara. Merci également aux équipes techniques de réalisation menées aujourd'hui par Josué Hila à la télévision et Alphonse Déduit à la radio. Et merci à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, ainsi qu'à vous, téléspectateurs et téléspectatrices de Truy TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Le tribunal de l'actualité revient demain avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.